Et j'ai aucune honte, moi, à dire que j'ai fait des choses jolies. Ben, en fait, on a pété le mur et Image Latente est là. Bienvenue sur La Traversée Sonore qui vous fait découvrir les artistes de l'exposition Dialogie, de l'éclaircie à l'horizon, qui recouvre actuellement une partie du premier étage de la traverse à Vannes. Dans ce 4e épisode, nous allons à la rencontre de l'artiste Urbrain. Alors, ben, moi, c'est Alexandre Urbrain. Je crois que ce qui m'a le plus inspiré dans ma jeunesse, en fait, c'est tout ce qui s'est passé pendant les années 90-2000, où ben, je suis la génération musique électronique, techno. Ben voilà, c'était des espaces de liberté incroyables. J'y suis allé une première fois pour découvrir. Une deuxième fois parce que ça m'a plu et puis, au bout d'une dizaine de fois, en fait, je me suis dit: «Ça me plaît tellement qu'il faut que je sois acteur dans cette petite ZAD», comme ça on appelle ça là, en fait, et du coup, ben, voilà, ça a commencé, je voulais faire du son mais la place était déjà prise et du coup, les visuels dans les free parties, il y avait rien à l'époque. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait pas de vidéoprojecteur, tout simplement. Les vidéoproches de l'époque, ils faisaient, 100 kilogrammes, c'était dans les cinémas et encore et donc voilà, j'ai commencé avec un collectif, à projeter des images via des projecteurs diapos. On en avait plein et toutes nos diapos étaient déjà à l'époque des images assez minimalistes, colorées, géométriques, hypnotiques et donc on s'amusait avec toutes ces diapos à faire une espèce de fresque, mais de plusieurs, 30 mètres de fresque lumineuse quoi, en fait, et donc voilà, c'était, assez, improvisé et puis à un moment, on a voulu complexifier un petit peu le procédé donc j'ai un ami qui a mis un petit moteur au-dessus du projecteur diapo avec une assiette en carton avec un trou et donc finalement, les projecteurs diapos se mettaient à clignoter, en fait, tout simplement et donc on a commencé à faire des premières animations très lentes, très saccadées et voilà. Après, ben, j'ai pas pu me sortir de tout ça, c'était passionnant. J'ai arrêté néanmoins les free parties parce que c'est fatigant et puis, en fait, à un moment, je me suis intéressé quand même à avoir peut-être, trouvé un public un peu plus attentif et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé avec, pas mal de copains, en fait, à faire des premiers festivals de VJing, par exemple. C'est un petit milieu finalement, en fait, hein, les gens qui font ça. On se connaît tous. Je pense avoir, toujours été motivé. Moi, j'ai toujours eu de la motivation, en fait, le 1er festival, de VJing parisien, c'était Visionnaire, en fait, organisé par Laurent Carlier et j'étais bien associé, à son collectif pour, voilà, aider, c'est pas organiser un festival, hein, c'est pas que inviter des artistes, quoi, hein, c'est toute une aventure. Et donc voilà, j'aimais bien parce qu'il y avait un autre format, en fait, je me souviens plus comment ça s'appelait, ces soirées où on faisait, intervenir, 3 artistes, qui font de la perf audio-vidéo et c'était un petit peu notre, rendez-vous de chaque mois et ben, on devenait de plus en plus exigeants, à force de voir des trucs de plus en plus dingues, voilà. Donc voilà, tout mon parcours vient un peu de tout cette espèce de fatras, tout le monde se trompe un peu sur mon nom. Du coup, j'ai un autre nom où, c'est mon nom de famille, mais je le dis pas en fait parce que dans les free parties, en fait, à l'époque, c'était complètement illégal. Donc il y avait mon nom sur les flyers en fait, qu'on distribuait, en catimini, dans les magasins de vinyle et cetera et donc il fallait absolument pas que la police puisse revenir à moi, tout simplement. Donc dans l'univers techno, on a tous des surnoms et j'ai toujours été passionné d'architecture, ben, j'ai commencé mes premières projections de diapos, c'était des grosses façades d'immeubles
un peu brutaliste, un peu béton, un peu glauque. Et je superposais ces faces-là dans les faisant clignoter. C'était mes premières animations de VJing. Et donc, dans la techno, il y avait toujours des noms un peu bizarroïdes avec Brain ou avec, enfin voilà, des trucs un peu étranges, etc. Donc, est arrivé Urbrain. Je sais pas trop pourquoi. À un moment, j'ai voulu changer de nom parce que ça avait une connotation un petit peu trop datée, techno. Puis j'en ai cherché un autre et je ne l'ai pas trouvé, alors j'ai gardé celui-ci. Car moi, j'aime les villes, j'aime l'urbanisme, j'aime l'architecture et du coup, j'aime les volumes. J'aime m'approprier des espaces et pour en revenir encore au milieu free party, en fait, c'était quand même assez incroyable d'être dans un entrepôt tout en tôle ondulée avec une petite lampe toute minuscule pour juste éclairer le DJ. Et puis dès que je m'installais, on faisait cette fameuse fresque sur les murs. On faisait à même le béton, la tôle. On mettait pas d'écran en fait. Hein. On s'imprégnait directement en fait de l'architecture du lieu. Un peu comme maintenant, on a l'habitude de voir des mappings vidéo qui sont maintenant devenus beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on faisait à l'époque. C'est un peu ça, moi, mon rapport à la ville, c'est l'espace, c'est des proportions, c'est celui d'Images latentes. J'aime beaucoup cet univers parce que on fait partie d'un collectif qui s'appelle Faits divers, qui est dans les Hautes-Alpes. Et c'est une sorte de laboratoire un peu expérimental où il y a pas mal d'artistes qui y travaillent pour développer des projets numériques. Et puis, bah, comme ça fait 10 ans qu'on se connaît, c'est un peu la petite famille en fait, hein. Donc, on connaît un petit peu tous nos projets, on s'aide sur certaines problématiques. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai choisi de travailler avec Éric Lauré en fait, qui est donc le patron de Faits divers, même s'il n'y a pas de patron chez Faits divers, mais en tout cas, c'est lui qui nous aide à la réalisation de projets qu'on ne sait pas faire. Et lui développe donc des petits logiciels prévus à cet effet, sur mesure. Donc c'est ce côté laboratoire, moi, qui me plaît. J'ai une autre installation qui s'appelle Cocon, que j'ai réalisée avec Otano, qui est le musicien avec qui je travaille tout le temps. Il fait des bandes son et de la musique. Moi, il m'épate à chaque fois. Et donc, on a fait, par exemple, une autre installation, donc Cocon, où là, en fait, le public est allongé par terre sur un sol vibrant avec un sound system 7.3, je crois. Et donc, moi, je me suis calé sur ce projet en mettant un écran qui, en fait, englobe un petit peu toute la vision des spectateurs à 180 degrés. Et donc, bah, là, c'était pareil, quoi. C'était histoire de... Là, pour le coup, on avait de l'image un peu... On était dans une bulle de nuages, de vidéos, d'images. Alors que Images latentes, c'est encore un autre délire, c'est que c'est encore plus magique parce qu'on arrive dans une pièce où il y a rien, c'est noir, il se passe absolument rien du tout. Et soudain, le dispositif se met en route et au milieu de la pièce, il y a une sculpture de lumière qui apparaît, qui fait à peu près 2 mètres de hauteur sur 6 mètres de longueur. Donc, bah, il n'y a plus d'espace, quoi, là, en fait. Un coup, il y a de l'espace, un coup, il n'y a pas d'espace. C'est un peu magique, quoi. C'est la matière, c'est le vide. Je pense que ça va un peu avec Dialogie, justement, le thème de cette exposition. Ben, moi, ce qui me plaît vraiment dans ce dispositif, c'est vraiment l'apparition instantanée d'une sculpture au milieu d'une pièce, en
une demi-seconde, il y a une sculpture de lumière qui apparaît au milieu d'une pièce vide. Dans ma pratique, j'ai une manière de fonctionner un petit peu atypique, je pense, parce que je crois que je suis un peu feignant. J'ai pas beaucoup d'idées, mais quand j'en ai une, je bloque dessus et il faut que je la réalise. Donc, si vous voulez bien, je vous raconte comment j'ai eu l'idée de faire Image latente. Du coup, j'allais dans cette région qui s'appelle la Haute-Marne, toute plate, avec des grands prés, des grands champs cultivés. Et sur l'autoroute, je croise un tracteur monumental, en fait, qui était en train de diffuser des pesticides dans les champs. Et le soleil, en fait, passait à travers ces pesticides et ça faisait une espèce de diffraction magnifique. Et voilà, Image latente est partie de là. C'est magique quand même. C'est magique, voilà. Et puis des projets comme ça mettent vraiment très très longtemps à aboutir parce que c'est de l'eau, c'est un élément que je maîtrise pas du tout, c'est un élément très compliqué, hein. Et puis il y a la pression, quelque chose de qu'on peut pas compresser. Enfin, c'est une matière un peu bizarroïde, quoi. Donc Image latente, elle a commencé. La première version, c'était dans les catacombes de Paris. Donc le challenge, il était assez intéressant parce que dans les catacombes, on n'a pas d'électricité. Et donc, pour moi, les conditions étaient réunies pour faire une version test. Donc j'ai tout simplement acheté une bonbonne avec laquelle on utilise ces bonbonnes pour mettre un petit peu d'eau sur les orchidées, ou je sais pas en fait comment ça s'appelle. Sous pression, là. Ouais, donc j'ai acheté ça et puis un petit picoprojecteur que j'ai caché dans une galerie en fait. Et puis dès que les gens en fait passaient dans la galerie, j'activais la petite pompe. Mais Image latente, elle a un petit point d'avance sur les autres, étant donné que les écrans sont les uns devant les autres. Et donc, de temps en temps, c'est l'écran en fond de salle qui s'allume. De temps en temps, c'est l'écran qui est en front de scène qui s'allume. Et du coup, ça crée vraiment une troisième dimension. Et puis aussi, avant, dans mon travail, tout était en 2D. Et j'ai toujours été un peu limité par la 2D. Et donc là, c'était vraiment une démarche d'accéder à la troisième dimension en image de manière low cost, enfin un petit peu low tech, hein, bien évidemment. On n'est pas dans la 3D digitale comme on peut voir dans les films d'animation, rien à voir, quoi. Déjà, en fait, il y a le côté vide, plein. Puis après, je pense que aussi ça peut s'inscrire dans une espèce d'horizon. Parce qu'en fait, dans cette installation, on est quand même toujours assez focus sur finalement le petit point qui est au fond de la salle, qui est le vidéoproche qui diffuse les images qu'on regarde, mais qui est aussi l'horizon, le tunnel de la mort. Mais bon, il y avait quelque chose qui faisait un petit peu sens aussi avec les autres œuvres que j'ai vues sur la mer, il y a un point de fuite, mais Image latente marche sur le fonctionnement où justement je casse la perspective. Parce qu'une perspective, en fait, on voit des déformations. Si par exemple, on projette un carré en fait sur 6 écrans qui sont les uns derrière les autres, le premier en fait carré va être petit, le deuxième un peu plus grand, et etc., etc. Alors qu'avec Image latente, comme les écrans apparaissent et disparaissent, l'écran en fait qui est au fond de la salle, le carré, il est exactement de la même dimension que celui qui apparaît au premier écran. Et donc, ce sont des trucs qui, au niveau perspective, n'existent pas. Donc, bon, c'est des petits détails que personne ne remarque forcément, mais c'est ce qui crée aussi la différence avec voilà, d'autres œuvres. Je me souviens que j'avais vu
une installation de Bill Viola qui diffusait du contenu vidéo sur du tulle, tout simplement, hein. Donc c'est très daté, etc. Mais j'ai toujours c'est quand même cette référence à chaque fois que je sors image latente. Finalement, voilà, le process est un peu similaire. C'est quelque chose d'assez, surtout hypnotisant, je crois. Habituellement, on peut laisser l'installation tourner en boucle pendant des heures et des heures. Ça dépend un petit peu des configurations dans laquelle on l'expose. Mais j'aime assez en fait la configuration où elle tourne en boucle non-stop, avec une boucle sans fin. Et c'est là que, en observant les gens, ben, il y a un public qui va rentrer dans la salle et puis peut-être rester 1 minute. Et puis il y a des gens qui vont pouvoir rester jusqu'à 45 minutes. Une fois, je suis tombé sur une dame qui est venue me parler en me disant: «Mais c'est vous qui avez fait cette install?» Je dis: «Ben oui, ça me plaît beaucoup». Elle me dit: «Ça fait 45 minutes que je suis là, je n'arrive pas à sortir de la salle». Et elle m'avait donc expliqué qu'elle avait vu déjà en fait le process impressionnant, voilà la surprise un petit peu d'être confronté à une sculpture qui est pas vraiment une sculpture, qui on peut passer à travers, qui apparaît, qui disparaît. Puis après, elle a essayé de comprendre que ça marchait avec de l'eau. Et du coup, après, elle est venue observer, faire des gros plans, en fait, dans ces petites gouttelettes d'eau qui se rencontrent et qui se choquent et qui sont éclairées. Donc, en fait, on peut rester bloqué vraiment longtemps hein, devant Image latente. Hein, ben, je pense que ce qui apporte le côté... parce que mon contenu est très froid, très minimaliste. Et ce qui apporte la poésie dans Image latente, c'est vraiment cet élément eau qui, en fonction de la pesanteur, de la pression que je mets dans les tuyaux, fait un rendu un petit peu différent. Et de temps en temps, il y a même un petit courant d'air, ce qui fait que on voit l'eau, les petites gouttelettes qui partent dans le courant d'air, et donc l'image part avec le courant d'air. Quelque chose de très important pour moi, c'est que on est sur un sol d'eau. Et donc on a le reflet en fait de cette sculpture lumineuse. Donc ça renforce vraiment le côté de flotter. Je me suis fait une base. Je disais que j'étais photographe pour gagner des sous. Et donc, comme je suis pas tout jeune, j'ai travaillé en argentique, même à la chambre. J'adorais. Et donc, après, en argentique, on allait tout simplement dans le laboratoire, noir et blanc. Parce que pour la couleur, c'est un autre process un peu plus compliqué. Mais pour le noir et blanc, en fait, on va développer notre photo sur le papier blanc. Je pense que vous avez tous en tête le projecteur, les bacs révélateurs, fixateurs et je ne sais plus quoi. Et donc, le moment où on projette l'image sur le papier blanc, on attend quelques secondes et le temps qu'on la pose dans le bac révélateur, il y a un papier qui est tout blanc, mais en fait, il y a quand même une image dessus. Et donc, en photo, on appelle ça l'image latente, c'est-à-dire l'image qui va apparaître plus tard, l'image en devenir. Et voilà, j'ai vu le bac et c'est tout le temps ça, en fait. Le vidéo proche envoie des images et on ne les voit pas. Il faut qu'il y ait l'eau qui soit là, en fait, pour capter la lumière et pour que les images apparaissent. Et voilà, c'était aussi le petit clin d'œil à mon métier. Oui, je suis très attaché je suis hyper attaché à ce projet parce que je trouve que j'ai voulu faire depuis le début toujours des installations de plus en plus grandes, de plus en plus voilà, gigantesques, avec des projections qui pouvaient faire des fois 50 mètres. Mais il y avait toujours une limite. Et là, avec ce procédé d'écrans qui apparaissent, qui disparaissent, on perd un petit peu cette notion de limite. Le pire, par exemple, c'est de travailler sur un écran d'ordinateur au format 4 tiers.
format déjà pas très élégant, je trouve. Et on en voit vite les bords, quoi, en fait, hein. Et donc, j'ai toujours eu envie, moi, de sortir de ces écrans. Avec les projecteurs diapo, on mettait les photos les unes à côté des autres pour étendre le format. Et là, avec ce procédé, ben, c'est en superposant les écrans, les faisant apparaître, disparaître. Il n'y a plus d'écran, il y a des écrans. Enfin, voilà, c'est un petit peu voilà, prendre possession des espaces au maximum. Et j'ai aucune honte, moi, à dire que j'ai fait des choses jolies. Au début, dans ce système de projection, on a essayé de projeter du contenu un peu plus à message, un peu plus sophistiqué. Et techniquement, ça ne marchait pas. Parce que les contrastes, ils sont trop importants. Et au final, on n'arrivait pas vraiment à distinguer le contenu vidéo. Donc, naturellement, on a été obligé d'aller vers du contenu minimaliste pour qu'on puisse un petit peu comprendre. Si je projette une photo d'un paysage, par exemple, avec la mer, etc., comme on est en rétroprojection, en fait, au final, on ne voit qu'un grand rectangle avec mon procédé. Donc, ben voilà, on est arrivé à juste du coup de l'épure totale. On est dans des ronds, des carrés, des traits. Et moi, j'adore. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec la Traverse? Donc, tu as vu Image latente avec Laurent sous le parvis de la Défense. Vous avez eu un petit coup de cœur pour cette installation. Et puis, donc, ben, à la suite de ça, Laurent me contacte. J'ai fait un petit aller-retour ici pour voir le lieu. Ça me semblait au début pas trop réalisable parce que l'espace, c'est pas super bandant quand même, hein. C'est des petits bureaux, c'est assez exigu, c'est de l'architecture de bureau, quoi, en fait, hein. Donc, c'est pas des espaces de création. Et puis, j'avoue que le repérage, je me suis dit, ah, ça va vraiment, les espaces sont trop petits, je pense que ça va pas le faire. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé que Laurent et Gaël, ils me plaisaient bien, ils avaient une énergie de dingue et je sais pas, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose d'absolument magique. Et donc, je me suis dit, non, non, mais en fait, il n'y a pas moyen, il faut qu'Image Latente fasse partie de cette programmation. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ça soit là. Et donc, à un moment, j'ai rappelé Laurent en lui disant, bah, écoute, j'ai une idée, ça peut peut-être marcher, mais va falloir péter un mur. Donc, il a dit non, on va pas péter les murs quand même. Surtout que moi, le mur que je voulais péter donnait dans votre librairie dédiée aux arts urbains, etc. Donc, il n'était pas content. Et il m'a dit, mais par contre, de l'autre côté, il y a peut-être moyen de péter le mur. Et voilà. Ben, en fait, on a pété le mur et Image Latente est là. Non, la contrainte, c'est juste la contrainte de travail parce que du coup, il a fallu quand même reconstruire toute l'installation en plus petit. Et au final, il a fallu qu'en 15 jours, je reconstruise cette installation qui m'a mis au final plusieurs années de version d'aboutissement, etc. Et je suis un peu fatigué là. Mais ça marche. Très Et efficace. puis, ma deuxième surprise, c'est que du coup, quand j'ai entamé ma première résidence de création à la Traverse, il y avait déjà quelques installations de posées. Et je me suis dit, oh là, il y a du level. Et ça, c'était hyper excitant de se dire combien il y a d'artistes en fait. 19 avec la façade. Voilà, 19 artistes, 19 univers complètement différents, mais avec, je trouve, un petit level quand même, hein. Il y a quelque chose, quoi. Chaque artiste a trouvé un truc. Moi, j'aime vraiment, mon coup de cœur, c'est Simon Ogade. Sa pièce est énorme, j'adore. Pour moi, en fait, le ressenti du public, il a été incroyable le jour où j'ai présenté ça à des enfants, à des scolaires. Alors, quand on est artiste, malheureusement, il y a toujours c'est super cool d'être artiste, mais souvent, il faut faire
des présentations pour des scolaires, et tout ça. C'est assez barbant. J'aime pas trop les enfants, je sais pas comment ça marche, ça m'impressionne grave et donc on me dit: «Bah, il y a possibilité de mettre, Images Latentes à Besançon pour un festival Arts et Sciences et par contre, c'est pendant tout le week-end, mais toute la semaine, il va y avoir 20 000 scolaires qui vont passer et il faut faire la médiation de ton œuvre». Et j'ai fait: «Oh là là, je peux pas faire ça moi». Et j'étais super surpris parce que je l'ai fait quand même. Et les enfants, ils étaient mais complètement scotchés par, l'installation et ils m'ont un petit peu décoincé avec ça, parce que dès qu'on mettait le procédé en route, ils hurlaient en fait, ils voulaient aller carrément dans le bac, attraper les images et il se passait un truc, c'était la première fois que je faisais la version, d'Images Latentes indoor quoi en fait, donc en intérieur. Et du coup, voilà, c'était cette réaction spontanée des enfants qui était si intense que je me suis dit: «Bah, là, on a tout gagné, quoi, hein». C'est un peu comme j'aime bien le travail de Tinguely qui dit: «Bah, si les enfants, ils sont contents, ils aiment, on a tout gagné». Ben, là, je pensais bien fort à lui. Je trouve que justement, c'est une œuvre hyper intéressante parce que en fait, il y a tout simplement différents points de vue pour regarder Images Latentes. Il y a le point de vue, par exemple, des jeunes qui ont l'habitude d'aller, assister à des shows laser, qui ont pas peur de se prendre un petit peu des reflets lumineux dans les yeux et donc ils vont, eux, avoir tendance à se positionner juste en face du bac pour être vraiment englobés dans le tunnel que ça crée. Puis, en fait, il y a des gens qui vont peut-être, ne pas apprécier ce côté d'être ébloui et du coup, on peut se décaler un tout petit peu et là, c'est là qu'on aperçoit vachement mieux le côté 3 dimensions de cette œuvre et donc malheureusement, on est dans une pièce où on voit rien. Du coup, on a du mal à bouger. On se dit: «Oh, je vais tomber, je vais déranger quelqu'un», mais c'est vraiment une œuvre où il faut bouger dans la pièce. Pas évident, hein, parce que bon, ça dure que 8 minutes, et ben, on est un peu hypnotisé, mais j'invite vraiment les gens à se dire: «Bon, OK, là, j'ai compris de face, sur le côté», s'asseoir, pour regarder, vraiment ça à différents points de vue. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens, ils ressortent, et qu'ils ont un petit peu encore ces petites paillettes, de lumière, dans les yeux quoi, en fait, hein. Ça fait comme des paillettes, hein, les petites gouttelettes, j'aime bien, il y a une espèce de quelque chose d'assez, subtil entre, l'eau, on est hypnotisé, c'est juste beau, voilà, une espèce de simplicité, de bien-être, bon la bande son, elle fait un petit peu plus peur quand même. J'aime bien le côté hypnotique des choses, donc c'est vrai qu'à partir du moment où on est vraiment, hypnotisé un peu par quelque chose, allez, minutes après, on se sent bien quoi, un peu de je pense que la transition entre mythe et image latente, ça va être intéressant parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent le concept de la traverse, de Dédale et donc ils vont arriver dans la salle de mythe en disant: «Bon, bah, OK, art urbain», et puis, ils vont arriver, dans Images Latentes et ils vont faire: «Ah ouais, OK, on est parti sur un autre délire». La rue Brun. Ou l'art urbain, voilà, exactement et voilà pour, moi je m'inquiète un tout petit peu quand même, les gens un peu sensibles, ils vont être un peu chamboulés quand même à la fin de l'exposition, hein. S'ils sont Ah! tous vraiment attentifs à ce que donne chaque artiste dans leur travail, ils vont ressortir bien remplis, hein. Au début, Images Latentes marchait sans musique. Pourquoi? Parce que à l'époque, avec ce collectif visionnaire, on faisait de temps en temps des expositions, où il y avait plusieurs installations visuelles et donc pour éviter que ça soit la foire du trône, on avait une installation musicale et les autres, en fait, étaient sans musique et j'aimais beaucoup que toutes les installations soient dans la même pièce plutôt que d'aller, d'une pièce à l'autre, un petit peu comme,
Comme ici à la Mmh. Traverse, moi j'aime bien quand il y a un grand volume et puis que finalement les pièces vivent les unes à côté des autres, et cetera. Mais bon, au niveau musical, c'est vite la quinquanphonie, donc il y avait pas de musique. Et puis, ça marchait plutôt bien. Et puis un jour, avec Éric Lauré, on a, on a fait quelques petites expérimentations avec du son. Et puis, bah, en fait, voilà, quand les images sont synchronisées avec de la musique, ça prend une ampleur gigantesque. Et comme j'ai vraiment l'habitude de travailler avec Otano, et ben, on a retravaillé un de ces morceaux que j'aimais bien, qu'on avait développé pour Cocon, en fait, le premier projet que j'avais fait en vidéo. Et on avait avorté on n'avait pas utilisé ce morceau. Donc, Philo, Otano, a réussi à le remodeler avec cette ambiance un peu aquatique. Et surtout, nous, c'était trop planant, en fait, comme morceau. Il nous fallait des petits, comment dire, des petits accidents pour pouvoir y coller des images, etc. Donc, on a retravaillé son morceau pour obtenir ça. Voilà. Ça marche bien, hein. Oui, mais j'adore Otano, il est formidable. Ah ouais, ouais, moi je disais, je viens de la musique électronique et on aime bien les basses, quoi, hein. Je suis grand fan de dubstep. Mais bon, voilà, le travail d'Otano, j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment ce son de musique électronique, mais en même temps cette subtilité, cette légèreté. C'est son petit univers, il est formidable pour travailler ce genre d'œuvre d'art. C'est super. Comme je l'ai déjà dit, la version numéro un était dans les catacombes. Et quand on a voulu, avec Eric, développer le projet un peu plus sérieusement, en plus grand, avant de concevoir cette espèce de bac, réceptacle d'eau, etc., on a fait tout simplement une version dans le jardin d'Éric, dans les Hautes-Alpes, où on a mis des arches sur lesquelles normalement on fait pousser de la végétation, et on a mis les buses là-dessus. Et donc, ce qui était intéressant dans cette version, c'est que les gens pouvaient passer à travers les images. Alors là, c'était magique. Ça mouille forcément, par contre, un peu, mais je pense que les gens n'avaient pas peur, hein. C'est tous assez excités, voilà, d'aller dans les images. Mais il y a un petit souci technique, c'est que en outdoor, on est vraiment trop embêté par les conditions météo. S'il y a le moindre coup de vent, bah, on voit plus rien, puisque je projette des micro-perles d'eau qui s'en vont. Et donc, bah, c'est le vent chasse les petites. Il n'y a plus le support, il y a plus. L'image ne peut pas se révéler. Donc, on a arrêté de développer le côté outdoor pour que ça soit dans un espace noir complet et sans courant d'air. Moi, j'ai vu des installations où des artistes travaillent sur des gouttes d'eau qui tombent. Personnellement, je trouve ça moins intéressant, mais bon, chacun ses goûts. Et je dois avouer que pour construire cette œuvre, j'ai fait quelques petits tests moi-même de débutant et c'était catastrophique. Et donc, je suis très rapidement allé voir un professionnel de l'épandage de pesticides, Heu, qui a été charmant parce que moi, je m'attendais à avoir un accueil plutôt bizarroïde. «Allô, bonjour, je voudrais faire une installation vidéo avec vos petits diffuseurs à pesticides». Je me suis dit: «Le monsieur va me prendre pour un dingue», et puis en fait, le mec, il a été adorable. Il a dit: «Mais je comprends rien de ce que vous me dites, mais venez, il y a pas de problème, on va faire quelque chose». Et ce professionnel, c'est lui qui m'a, en fait, tout de suite, dirigé vers, la taille des buses, qui vont bien, parce qu'il savait qu'il y en a 18 en tout dans l'installation, et que, c'est lui qui a fait ses calculs savants et qui a calculé le la taille du petit trou qu'il faut pour que ça soit, parfait.
Parce que si le trou il est trop gros, en fait, je vais avoir moins de pression. Du coup, ça va faire plus des gouttes. Et voilà, j'étais vraiment sur le côté particules très très fines. Et puis, plus il y a, plus il y a de petites gouttes, plus j'ai quand même l'effet écran. Mm. Alors qu'avec des gouttes, c'est un peu moins net les images, tu vois. Ouais, ouais, plus de grains, exactement, voilà. On retourne en argentique avec les gouttes. Un grand merci. Merci à vous, j'espère que ça va convenir.